La femme n'aime que des bijoux, je ne pourrais pas dire, comme Charline Nélé. Mais tout au moins, avec des difficultés que nous avons sur le plan technique, bien évidemment, nous pouvons tout au moins dire que cette chanson, même si le texte aujourd'hui peut paraître comme un texte à classer dans la catégorie misogyne, parce qu'il y a bien des femmes qui ont des qualités requises, mais au regard de l'actualité, on se retrouve malheureusement avec beaucoup de choses qui sont en train de se passer, non seulement au Cameroun, mais cette actualité va au-delà dans le continent africain, mais surtout aussi en Occident. Avec en première ligne de mire, Brenda Biya. L'actu devrait y être, sauf que Brenda Biya n'est pas la seule femme qui peut être parfois dans toute cette splendeur d'une vie de libertinage et qui frise le ridicule et piétine la morale, les lois, les règles de son propre pays et du continent africain. Néanmoins, Brenda Biya est une star, une méga star d'ailleurs, aujourd'hui puisqu'elle peut passer dans des médias internationaux, des médias de grande notoriété, et surtout peut même être interviewée sur place sans avoir envie de se déplacer. Brenda Biya était, après son coming out, à la une du Parisien, qui s'est déplacé pour aller jusqu'à Genève, lui accorder cette interview. Mais ce n'est pas que le Parisien qui s'intéresse, puisque le journal Le Monde et presque tous les journaux du monde ont repris à l'unisson la phrase, le coming out de Brenda Biya, follement amoureuse de sa brésilienne et qui s'est épanchée à travers des réseaux sociaux. Et si Brenda Biya peut être critiquée en Afrique, si elle peut être critiquée dans son pays où l'homosexualité est punie conformément aux lois, à la Constitution, eh bien, en Occident, ou plutôt en Europe, pour l'instant, elle est considérée comme une icône, une révolutionnaire, puisque aujourd'hui, avec ce qu'on peut appeler le réseau LGBTQ+, elle est saluée dans son geste qui, bien évidemment pour certains, vient juste essayer de mettre en lumière l'hypocrisie des sociétés africaines ou alors nos mœurs dissolues qui sont souvent cachées. Brenda Biya star, bien évidemment, ça peut aussi montrer jusqu'où l'Occident est en déphasage avec l'Afrique. Là où on applaudit en Europe, on s'indigne en Afrique. Et justement, ça peut créer une sorte de divorce qu'on voit aujourd'hui, culturel, entre les pays occidentaux et plus particulièrement la France et l'Afrique. Et lorsqu'on demande bien évidemment qu'est-ce qui ne va pas, eh bien, la France va se dire tout simplement que les Africains ont un sentiment anti-français parce qu'ils sont manipulés par la Russie qui aujourd'hui fait un grand bond en Afrique. Or, il y a aussi non seulement ce qu'on peut appeler ce vent de panafricanisme, mais surtout aussi ce vent où l'Afrique veut continuer à garder ses racines, ses mœurs, ses coutumes. Et quand bien même il y a certains Africains qui s'y opposent,
Ils sont donc taxés comme étant ceux-là qui sont totalement anti-français. L'actualité aujourd'hui, en dehors de Brenda, c'est une autre femme qui est sortie, pas seulement contre Kémy Séba, mais contre un confrère, Alain Foucault, et même un autre confrère, à savoir Claudiciard, invité à s'expliquer au niveau du Sénat par rapport au sentiment anti-français. Eh bien, Madame Marie-Eva s'est contentée à citer non seulement les activistes tels que Nathalie Yam ou encore Kémy Séba, qui est déjà persona non grata et qui vient de perdre sa nationalité, j'y reviendrai, mais surtout a aussi fait allusion à Alain Foucault et Claudiciard, qui pourtant sont employés dans les médias français, dit-elle, mais qui, bien que bénéficiant de la générosité de la belle France, continuent donc à alimenter ce sentiment anti-français. Compte tenu du fait, comme vous pouvez le constater, que nous avons des difficultés techniques énormes et que nos techniciens sont malheureusement en retard, nous ne pouvons pas utiliser nos écrans et consorts. Nous allons faire de façon un peu rudimentaire, archaïque, tout en vous demandant de nous pardonner ces bugs qu'on peut avoir. D'écouter donc la réponse d'abord d'Alain Foucault par rapport à ces accusations de la France, par rapport à cette ambassadrice, ancienne ambassadrice de la France au Ghana, et qui maintenant a été nommée ambassadrice de la France pour l'image de la France en Afrique. Je vous laisse donc d'abord écouter la réponse d'Alain Foucault. D'éditorialistes qui, sur RFI par exemple, étaient nos pires détracteurs et qui ont, grâce à leur présence sur ces médias, une certaine notoriété. Regardez ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux, on est dans la propagande anti-française. Or, ils sont crédibles puisqu'ils sont sur des médias que nous finançons. Chère Madame l'ambassadrice, nous avons gagné notre notoriété, notre crédibilité grâce à notre présence sur l'antenne de RFI. C'est une évidence. Et on en est content. Mais si RFI nous a retenus aussi longtemps sans discontinuer sur ces antennes avec une telle exposition, ce n'est pas par charité. C'est bien parce que nous faisions de l'audience. Nos magazines ont toujours eu un succès renouvelé et ont contribué à crédibiliser RFI auprès de ses auditeurs. C'est donc un échange gagnant-gagnant et certains en Afrique nous reprochent d'ailleurs. Alors le crédit dont nous bénéficions, nous l'avons construit par la qualité de notre travail. Autrement, nous n'aurions pas passé une trentaine d'années, Claudiciard et moi, en prime time sur ces antennes. En ce qui me concerne, 32 ans, dont 16 ans quotidiens et 16 ans hebdomadaires, parfois avec 3 magazines différents dans la même semaine. Médias d'Afrique, Archives d'Afrique et Afrique Plus. Et plus tard, le débat africain. C'est un record sur cette antenne. Et tenez-vous bien, sans aucune plainte ou procès en diffamation, alors que je faisais des émissions sensibles de politique et d'histoire contemporaine. Alors, la crédibilité, je crois la mériter largement dans mon travail. Et je suis parti volontairement pour faire autre chose de plus intéressant pour moi. Mes patrons en redemandaient, figurez-vous. Et Claudiciard, qui est là depuis aussi longtemps que moi, quasiment, malgré vos pressions, personne n'a osé lui demander de partir ou diminuer son temps d'antenne. Ce qui traduit le poids qu'il représente et le bénéfice qu'en tire RFI. On sait la pression que vous exercez dans le sens de le voir partir. Vous écoutez parfois des interviews de Claudiciard, vous écoutez ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux, vous dites que c'est pas tout à fait acceptable non plus. Au-delà de ces accusations sur nos personnes, ce qui est encore plus insultant pour les Africains, c'est cette propension à mettre toutes leurs réflexions, toutes leurs remarques sur le compte de la propagande russe. Ils seraient tous sous influence de Moscou, Pékin, Ankara et même Téhéran. Une infantilisation qui traduit le regard, la perception que vous avez, Madame l'ambassadrice, de l'Africain, et avec vous, vos patrons. Madame l'ambassadrice, depuis la colonisation, beaucoup doit couler sous les ponts. Il va bien falloir vous faire à l'idée que l'Africain n'a pas besoin d'une quelconque influence extérieure pour développer sa pensée. Nous avons été ceux de ma génération ou celle de mes aînés influencés par la pensée venue d'Occident, par l'éducation, par la culture, par les médias. Nous avons fait de vos vérités les nôtres. Nous avons passé notre vie à les assimiler, à en être des ambassadeurs zélés. Il fallait que l'on pense et agisse selon vos valeurs, selon votre culture, pour trouver grâce à vos yeux.
Nous sommes tous devenus des êtres mimétiques. L'intellectuel était celui qui pouvait citer Kant, Descartes et autres, Voltaire, Molière, Verlaine, Racine et j'en passe, ou encore celui qui maîtrisait la pensée keynésienne et autres économistes européens des temps immémoriaux. On se sentait grand, intelligent, parce que l'on maîtrisait la pensée d'un Adam Smith, d'un David Ricardo, d'un Thomas Malthus, des concepts certes importants dans votre environnement, mais totalement inadaptés aux nôtres, qui n'ont permis à aucun de nos pays de procurer le bonheur à ses populations. Seulement, à la faveur de l'ouverture du monde, à la faveur des brassages, des rencontres, des guerres faites à vos côtés, nos enfants plus aguerris, plus cultivés, sont débarrassés de ces complexes. Avec les réseaux sociaux, les rencontres, ils n'avalent plus religieusement vos concepts, vos idées, vos positions. Vous avez certainement loupé un épisode de cette profonde mutation. Il va falloir, Madame l'ambassadrice, que vous compreniez qu'en matière de propagande, la France et avec elle l'Occident n'ont vraiment pas de leçons à nous donner. C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Nous avons été nourris à votre propagande depuis tellement longtemps que vous avez fini par être persuadé vous-même quelle est la seule vérité. Cette vérité, mais malheureusement, c'est une vérité qui ne passe plus. Et comme je le disais, s'il y a une propagande aujourd'hui que certains Français peuvent dire et peuvent reprocher aux Africains, c'est aussi ce sentiment de paternalisme et de donneur de leçons. Alors, Foucault, aujourd'hui, qui ne fait plus partie de RFI, a décidé de faire son média avec des studios qui ont été construits à Kinshasa ou encore même à Dakar, sans aussi oublier la Côte d'Ivoire et même aux États-Unis. Ça fait donc 5 grands studios. Mais le problème, comme je le disais, c'est aussi un problème de culture. Parce que les Africains ont aussi leur façon de penser. Et les Africains n'ont pas aussi oublié le passé. Ce passé qui est douloureux, avec 400 ans d'esclavage, 80 ans de colonisation, les blessures, les meurtrissures ne se sont pas effacées. Les Africains ont donc un autre regard, surtout la nouvelle génération et aussi ceux qui aujourd'hui veulent assumer l'indépendance de l'Afrique. Or, le sentiment anti-français qui peut naître aujourd'hui ne peut pas être attribué à Alain Foucault ou Claudicia ou encore Kémy Séba qui vient juste de perdre sa nationalité. C'est une procédure extraordinaire. Je n'aimerais pas m'engouffrer pour essayer d'expliquer comment est-ce que cela s'est passé. Mais on a vu cela arriver puisque Kémy Séba déjà, qui pourtant est né en France, à Strasbourg plus précisément en 1981, a eu à voyager aux États-Unis en 1999. Ce panafricanisme, ce n'est pas lui qui l'invente, ce n'est pas lui qui le crée. Et justement, quand il va à Los Angeles, il va aussi trouver des branches de ce qu'on peut appeler les afro-descendants qui déjà reprochent à l'Occident certaines choses. D'autant plus que cela, même si on parle de l'Union africaine, ça vient de Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah déjà, lorsqu'il le faisait, Kémy Séba n'était pas là. Nathalie Am n'était pas là. Alain Foucault n'était pas là. On ne combat donc pas le vent. Et d'ailleurs, quand Kémy Séba est revenu, il avait créé la tribu K en 2004, qui fut interdite par Sarkozy, et bien sûr, Jacques Chirac en 2006. Mais il ne s'est pas arrêté là parce qu'il a créé
d'autres entités pour chercher à s'exprimer. Progressivement, comme ils disent, il s'est radicalisé. Et, bien sûr, le bonheur des uns faisant le malheur des autres, ou bien le malheur des uns faisant le bonheur des autres, la Russie est arrivée. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. La Russie a toujours été là, mais sauf que il faut savoir que ce sentiment qui naît aujourd'hui vient de multiples déceptions qui se passent actuellement en Afrique, et les réseaux sociaux aidant, la jeunesse parvient finalement à se révolter. Et quand on parle de ces injustices, c'est d'abord ce qui peut être considéré comme le plan économique. On a vu beaucoup d'entreprises françaises faire le business, où on a vu, par exemple, l'aide au développement baisser, la contribution des pays de l'OCDE passer en 1970 de 30% à la réduction de 20%, sans pour autant oublier les débats en France qui ne sont qu'autour de l'immigration. L'homme africain est donc devenu le problème des Occidentaux, ou plutôt en France. Quand Marine Le Pen veut frapper dur, eh bien, ce sont les immigrés. Et quand on regarde, par exemple, les visas aujourd'hui, non seulement il y a une réduction, mais tous les frais sont terriblement élevés. Quand on voit comment est-ce qu'ils sont renvoyés par fourgons entiers, quand ils sont maltraités, eh bien, ceci ne peut pas produire un sentiment d'amour des Africains pour la France ou pour l'Occident. Et d'ailleurs, même l'Italie s'y est mise en critiquant la France en 2019 par rapport au franc CFA, une monnaie coloniale. Et cet argent, ou plutôt cette monnaie inspirée d'Adolf Hitler, n'a donc pas renforcé les relations entre la France et l'Afrique. Et bien plus, la France, pays de démocratie, pays des droits de l'homme, a fini par soutenir plutôt les dictateurs, les sanguinaires, les régimes totalitaires, au détriment parfois de l'opposition, d'une jeunesse qui est obligée de prendre la route du désert pour aller chercher l'herbe verte ailleurs. Tout cela crée donc un sentiment anti-français de telle sorte que le coup d'État contre Ibeka, le 18 août 2020, est aussi une autre façon de revenir à ce sentiment où on voyait les jeunes et les révolutionnaires, tels que Thomas Sankara, qui renaissaient de leur cendre. Les Africains ont donc suivi. Ce n'est donc pas une quantité infime de quelques activistes, de quelques panafricanistes. C'est tout un courant de pensée qui se répand en Afrique, dans une Afrique de plus en plus jeune, dans une Afrique où il y a de plus en plus la pauvreté malgré les matières premières, dans une Afrique où il n'y a pas d'évolution démocratique, dans une Afrique où il n'y a pas d'avenir. Et du coup, voilà les jeunes qui sont revenus avec en sous-main également la Russie qui propose un autre partenariat. Un partenariat aussi sécuritaire. Puisque l'une des choses que les Africains reprochent aussi, particulièrement ceux du Sahel, à la France, c'est par exemple l'échec sur le plan sécuritaire. La France a mis en œuvre le plan Serval. Ce plan Serval, ça s'est envolé comme ça. Et puis il y a eu Opération Barkhane. Si pendant 10 ans, on n'a pas réussi à endiguer le terrorisme, eh bien, beaucoup d'Africains du Sahel ont donc commencé à comprendre qu'ils tournaient sur place et que la coopération militaire avec Vladimir Poutine pouvait produire des fruits. Et du coup, on a vu le sommet de Skopje, c'est-à-dire le premier sommet Afrique-Russie. Et ça s'est tenu
en 2019 pour mettre des rails. Mais la France n'a pas anticipé. Par la suite, on a vu comment est-ce que ça s'est enchaîné. Avec le deuxième sommet justement en 2022. Progressivement, aussi d'autres pays sont arrivés. Ce n'est pas seulement que la Russie. Il y a eu la Turquie, il y a l'Iran par exemple, où Kémy Séba justement était en février 2024. Et quand il est revenu tenter d'organiser une manifestation ou plutôt un forum en France en mars 2024, cela lui a été interdit. Kémy Séba est donc allé progressivement en brûlant des symboles, tels que par exemple le c'est-bien du franc CFA, qu'il brûle à Dakar en 2017. Mais est-ce que les dirigeants français avaient compris cela? Ils avaient pris cela comme de la folie ou comme un acte isolé. Et quand on a vu justement en 2021 les choses s'accélérer, où on a vu par exemple le consulat de France ou encore telle autre entité être attaquée, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, on a donc commencé à avoir peur. On a commencé à comprendre que c'est la vague, la digue qui avait lâché. Et finalement, quand on arrive le 3 décembre 2022, eh bien, bam, RFI, non seulement est fermé au niveau du Burkina Faso, mais en même temps, au Mali, on décide également que les ONG qui collaborent ou qui reçoivent les aides de la France ne doivent plus fonctionner. C'est allé crescendo jusqu'au coup d'État au Niger. Et on voit aujourd'hui la ferveur populaire de la jeunesse africaine, qui d'ailleurs, lors du dernier sommet de l'AES, eh bien, non seulement c'était la jeunesse, les femmes, mais toutes les populations étaient dans la rue, comme c'était une sorte d'espoir. Si donc Madame l'ambassadrice, qui est chargée justement de donner comme elle a été convoquée au Sénat, qu'est-ce qui n'a pas marché avec les Africains? Mais si elle dit que c'est tout simplement à cause des journalistes, à cause des activistes qui sont assez écoutés, cela veut dire que, justement, elle est dans le déni. La preuve aujourd'hui, c'est qu'elle dit que partout elle est attaquée par des Africains. Elle dit que maintenant, elle a des maux de tête, elle subit une pression, voire une dépression. C'est parce que les Africains aujourd'hui mettent aussi une pression, revendiquant non seulement leur identité, mais aussi leur liberté, si longtemps bafouée. Et la France, aujourd'hui au niveau de l'Élysée, est en train de mettre d'autres moyens et d'autres plans pour essayer d'endiguer cela. Ce n'est donc pas en faisant le bras de fer contre certains leaders. Ce n'est pas en refusant ou en retirant la nationalité aux immigrés africains qu'on va subitement diluer le sentiment anti-français. Bien au contraire, ce sentiment va s'accentuer. Oui, l'Afrique est pauvre, mais l'Afrique a les matières premières. Oui, l'Afrique est pauvre, mais l'Afrique a les terres arables. Oui, l'Afrique est pauvre, mais l'Afrique a cette jeunesse, cette main-d'œuvre qui fait aujourd'hui de l'Afrique un continent pas de merde, mais un continent de l'espoir, de l'avenir, un continent mère qui reprend maintenant et qui remet des pieds sur terre. Aujourd'hui, sur le plan militaire, la France a compris que les Africains, non seulement pouvaient aussi avoir des armées, mais surtout ne veulent plus des bases militaires. C'est ainsi que d'ailleurs Emmanuel Macron a décidé de créer ce que les Américains avaient déjà créé avant, à savoir un commandement militaire de la France pour l'Afrique. Donc même ceux qui sont dans l'extrême droite, qui disent qu'ils veulent se débarrasser de l'Afrique là, tout le monde continue toujours à avoir ses antennes sur l'Afrique, exactement comme les États-Unis. Et ce commandant, un général de brigade, va prendre des fonctions le 3 août 2024. Lui, c'est, je crois, Pascal Eliane. Quel est son but?
Son but, c'est toujours de surveiller, de contrôler ce qui se passe en Afrique, puisque d'ailleurs, il est expert dans le domaine des stratégies communicationnelles, informationnelles. Ce qui signifie que c'est la guerre des réseaux, la guerre des médias qui va donc s'engager au niveau de l'Afrique pour que on puisse peut-être croire qu'on pourrait laver le cerveau des Africains. Or, les Africains aujourd'hui ne sont plus des enfants. Ils sont capables non seulement de juger le bon et le mauvais, mais aussi sont capables de prendre leur avenir en main. Et cet avenir commence par ce qu'on appelle la souveraineté politique. La France va donc diminuer ses bases militaires. Pas diminuer les bases militaires, mais plutôt les effectifs. Dans les jours qui viennent, selon un programme qui a été établi entre Matignon et l'Élysée. Ainsi, nous dit-on, au niveau, par exemple, du Gabon, où il y a actuellement 350 militaires français stationnés, ils ne resteront plus qu'une centaine. Au niveau du Sénégal également, là où il y a 350 militaires, et il restera une centaine. Au niveau de la Côte d'Ivoire, où il y a 600 militaires, ou plutôt là où il y a 700 militaires, il en restera aussi, combien? On parle d'une centaine. Et puis, au niveau du Tchad, où il y a actuellement 1000 militaires français, il restera 300 militaires. Mais cependant, la France va garder sa base militaire à Djibouti, qui a 1500 personnes. Ce qui veut dire en fait que la France a compris que les Africains ne voulaient plus voir ces bases militaires, ces tenues, et surtout, ceux qui savent que dans le passé, eh bien, certains colons ont commis beaucoup de crimes qui n'ont jamais été dédommagés, où l'histoire a été bafouée, piétinée, et où les Africains, finalement, se sont dit qu'ils ont été moqués après avoir été grugés et continuent à être grugés. Les militaires qui vont donc rester, bien évidemment, ils vont servir à quoi? Seuls l'Élysée, ou plutôt les autorités françaises, savent ce qu'il y aura à faire. Mais toujours est-il que l'Afrique a gagné quand même un combat dans la mesure où, il y a à peine 2 ans, non seulement les militaires français, c'est pas bannière, ils étaient 5000, sans oublier ceux qui étaient stationnés en Afrique de l'Ouest, 1600, donc à peu près 6600. Des 6600, il n'en restera que 600. Il faudrait donc, avec la France, qu'on aille au véritable schéma, la véritable politique du gagnant-gagnant. Ce ne sera pas le grand-père ou bien le maître qui chicote l'enfant aux fesses, qui lui retire les papiers. Parce que l'Afrique n'est pas l'enfer et l'Europe n'est pas le paradis. Et aussi, il faut se le dire, chaque fois qu'il y a un Africain, il a sa dignité, il a sa culture. Et cette culture doit être respectée. L'Africain ne veut pas les injustices. Comment comprendre parfois que non seulement les Occidentaux arrivent en Afrique, vous disent que tel est un putschiste, comme les États de l'AES, et puis l'autre, lui, il applaudit, on l'embrasse, comme Idriss Déby. Les Africains ne veulent donc pas de cette politique de poids, de mesure. Comment comprendre que lorsqu'un Africain est en Europe, on lui interdit la polygamie, on lui dit de s'adapter aux lois du pays, on lui demande de respecter les valeurs du pays, on lui demande d'accepter l'homosexualité, ne jamais critiquer, au risque d'être condamné. Mais en même temps, comment comprendre que quand on arrive en Afrique, quand les Occidentaux arrivent en Afrique, eh bien, eux, ils ne veulent plus
les valeurs des Africains. C'est comme s'ils venaient comme des professeurs pour vous donner des cours de mœurs, les cours de coutume, les cours à la française, à l'Occident, qui connaît toutes les libertés, voire libertinage, et qui va vous dire que la polygamie est mauvaise, mais l'homosexualité, le lesbianisme sont une très bonne chose. Aujourd'hui donc, l'affaire Brenda Biya relève justement aussi cette différence de culture, ce schisme, cette incompréhension entre l'Occident et l'Afrique. Pendant qu'on considère Brenda comme une grande dame ici, en Afrique, on la considère parfois comme une fille ayant échoué dans sa vie, n'ayant pas respecté les codes de la société, ayant piétiné les lois de son pays, et surtout, qui pourrait aussi avoir une certaine instabilité. L'interview de Brenda Biya est applaudie. Le coming out paraît logique. On trouve qu'elle réfléchit et qu'elle a de l'avance, puisque d'ailleurs elle trouve que les autres sont en retard, les autres Africains. En avance, on la présente comme un modèle. Mais a-t-on regardé la cohérence des propos de Brenda Biya? Est-elle normale? A-t-elle perdu la ciboule? Voilà aussi ce que les Occidentaux qui apprennent la psychologie, la psychiatrie, ne parviennent pas à déterminer auprès de Brenda Biya, qui ressemble plus à une personne étant désormais déboussolée.